Un matin, que le vapeur fendait l'eau sans une ride de la mer de Marmara. Car nous avions dans la nuit, sans le savoir, passé les Dardanelles. J'ai vu les minarets d'Istanbul surgir, innombrables, déchirer soudainement le ciel rose au-dessus des nappes de brume d'un violet plus léger, et les coupoles mollement arrondies briller d'un éclair fulgurant et se couvrir d'or. Elles scintillèrent l'une après l'autre, chacune sur un ton différent, et ce fut comme la ressouvenance d'une mélodie que je reconnaissais pour l'avoir souvent entendue, mais dont je ne parvenais à me rappeler que les premières notes, etc. J'avais fixé, avec une punaise au-dessus du bar, cette carte postale envoyée par un client. Non qu'elle fût plus jolie qu'une autre, ni plus évocatrice. Les couleurs sont trop pastel. Elle a été retouchée après coup. Combien de fois l'ai-je regardé sans y penser au cours des 1001 nuits que j'ai passées ici, entre le percolateur et les rangées de bouteilles? Une nuit, j'ai su que c'était elle qui me fixait. Sur la légende, Constantinople s'appelle encore Constantinopolis. Elle date de l'époque où les choses portaient encore leur nom et où les noms entraient exactement dans les choses, comme une clé dans une serrure. Erzurum s'appelait Erzurum, et tout le monde dans la ville pouvait témoigner qu'Erzurum était bien Erzurum. Le parfum des jardins s'entête dans mon rêve. Moi, accoudé dans la lune bleue qui ruisselle, je regarde dans la direction de ta maison. Je ne peux pas dormir. C'était avant la chute. Plus tard, nous fûmes chassés du langage. Les mots ne nous appartinrent plus. Les noms propres, Erzurum, Constantinopolis et beaucoup d'autres, jusqu'aux noms les plus communs, auxquels nul n'avait jamais prêté attention, qui vinrent à manquer. Leur nombre décrut de jour en jour. Ce qui nous restait encore, le parfum des jardins, le jet de ton regard, quoique très anciens et chargés de sens parce qu'ils avaient beaucoup passé de lèvre à lèvre, eurent de moins en moins de saveur, comme s'ils avaient fondu sous la langue. On avait beau les prononcer jusqu'à l'abrutissement, les répéter en pleurer, ils avaient de moins en moins de poids. Vint un matin où il ne nous resta plus rien. Certes, je parle volontiers le français. C'est la langue qui m'accueillit lorsque, démuni au-delà de toute expression, j'étais même incapable de dire « je ». Pourtant, le souvenir de ces mots, perdus même depuis si longtemps, me hante. Rossi, Inch, yes Gorossim. Of Gorossi, Urish Peram Gorossi, Urish Cherton Kleren, Forge Chargin, Yev Gezamen, Aisparel, Os, Jish Covers. Je parle. Quoi? C'est comme si un autre de moi parlait. Soudain, une autre bouche que la mienne qui articule ces mots-là à côté de moi. C'est cette autre façon qui me manque de glisser la langue sur les dents. Agile comme si on allait jouer de la flûte. D'en frapper le palais comme pour y presser du raisin. Ces brèves aspirations qui inversent soudain le cours du souffle. Ces sons mouillés. L'eau se dit jour. Le village qui ouvre. Parce qu'il y a de la vie où il y a de l'eau. Le village, évidemment, en rassemblement de têtes. Et dans la tête, coloré. On entend le souvenir des lacs profonds. Parfois, Sfaim Gelesem, Yesesem Rossover, Angarelie, Inchka, Inchkebat, mais... Je m'entends parler et je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle, je dis n'importe quoi, très vite. Je crie très fort, comme si on me coupait la jambe. Les morts, nous les portons sur notre dos. Ils s'agrippent. Au moindre flottement de notre part, ils sautent des cadres accrochés au mur de rencontre. Ce n'est pas le pire. Le pire, ce fut le meurtre de ces milliers de mots. Par exemple, les jardins parfumés d'Erzurum,
Dirait-on pas que je viens de donner un coup de pied dans une boîte de conserve? Erzurum! D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de jardin à Erzurum. Vous m'avez demandé, vous avez dû me demander, une fois ou l'autre. Et vous, de quelle nationalité êtes-vous? Oui, vous? Je suis arménien. Sans doute parce que j'avais oublié. Comment pouvez-vous être arménien puisqu'il n'y a pas d'Arménie? La question mérite d'être posée. Ils le sont trop bien que si je mettais en balance l'ardeur au travail, la faconde, la bosse du commerce, quelques noms bien connus, l'abricot sec, toute chose banale, ça ne suffirait pas à dissimuler mon insuffisance. S'il vous prenait la fantaisie d'aller vérifier sur place mon insertion, votre agence de voyage vous inviterait à visiter l'Anatolie orientale, la Karamanie, les sources du Tigre et de l'Euphrate. Sur les cartes, vous liriez tel ou tel nom. Karazou, Arras, Daglari, Agri. J'ai cherché moi aussi. Je me suis penché sur les atlas longuement. Le mot avait bel et bien disparu sans qu'aucun décret officiel en eût sanctionné la suppression. Virgile lui-même s'était grossièrement trompé. Aux confins de l'Arabie heureuse, l'Arménie parfumée. Quand l'Arménie tout entière était masquée par un nuage de mouches et que la pestilence qui s'en dégageait défiait toute description. Cette simple constatation suffit à démasquer le mensonge des poètes. J'ai jeté les poètes. Quand le dernier mot eut disparu, quand se fut levé le rideau de mouches, resta la nudité des corps. De la mécanique sur laquelle il y a peu de choses à dire. Une phrase d'Aristote que j'avais saisie au vol, criée par l'un ou l'autre d'entre vous, m'a longtemps procuré un plaisir extrême. La tragédie a ceci de commun avec l'art de la flûte, qu'elle est une représentation. Enfant, j'aimais à jouer de la flûte à l'orée du camp. Semblable à cet instrument que j'avais taillé dans une branche de sureau, j'ai un trou dans la tête. Les vents soufflent à travers elle. Quand il s'est agi de raconter beaucoup plus tard ce qui était arrivé, je m'aperçus avec étonnement que je ne disposais pas des mots adéquats pour le faire, ni dans ce qui avait été ma langue maternelle, ni dans la vôtre, que je parle à présent. Je dus admettre que quelque chose s'était passé qui avait ravi non seulement les mots, mais le récit lui-même. Ainsi ai-je vécu, et c'est parvenu au seuil de ma vieillesse que je peux enfin parler. Mais je n'ai plus de mémoire. Bien sûr, j'aurais pu contourner ce pas et m'avancer vers vous. J'aurais pu me tenir devant vous, confiant comme devant l'histoire. Bien sûr, j'aurais pu entasser l'horreur sur l'horreur, en relatant ces événements, rien que ces événements, ce qui est arrivé. Mais si j'avais de la sorte manqué à toute discrétion, les sentiments confus que vous auriez momentanément éprouvés devant l'imparfaite représentation que j'eusse pu faire de ces événements, ce serait bien vite effacé devant de nouvelles représentations dont notre monde est prodigue. Sans parler de la monotonie désespérante inhérente à ce genre de récit, des mêmes actions accomplies avec les mêmes méthodes, dans des conditions identiques. Et la lassitude n'aurait pas manqué d'être le prix de votre vigilance. Et puis ce récit, aurais-je dû le faire d'une voix tonnante et accusatrice?
comme je vous avais entendu en débattre nuit après nuit au sortir des théâtres, ou bien parler avec une émotion contenue, ou m'en tenir à une froide énumération de faits et de chiffres. Me serais-je décidé pour l'un ou pour l'autre ton que je n'en eusse pas été plus avancé? Aurais-je dû mettre en avant les caractères de tous les protagonistes? Victimes, assassins, personnes déplacées, diplomates, ou leurs actions? D'un autre côté, aurait-il fallu m'en tenir au général ou au particulier? Aurais-je été capable de porter témoignage sur autre chose qu'une infime partie de ces événements? Comment le poète eut les yeux crevés? Comment il fut abandonné nu dans le désert des Vauban? Comment la jeune femme, pour qui avait été composé tant de vers, fut violée par le canon d'un fusil dans les jardins saccagés d'Erzurum, jusqu'à ce qu'un doigt miséricordieux pressa enfin la gâchette. Encore n'aurais-je pas été certain de la vérité de ces récits. Il ne s'est peut-être rien passé. Les peuples assemblés sous le regard des puissances avaient jugé que ces événements n'avaient pas eu lieu. Et pourtant, je vous entendais crier d'une nuit sur l'autre, ce qui a eu lieu, il est évident que c'est possible. Si ça n'avait pas été possible, il semble tout aussi évident que cela n'aurait pu avoir eu lieu. Alors je me demandais si ces événements, dont la réalité avait été réduite à néant par les peuples assemblés sous le regard des puissances, n'ayant pas été jugés vraisemblablement possibles, avaient pu pourtant nécessairement avoir eu lieu. Dans l'incapacité de choisir, incertain de la vérité des événements à vous narrer, je préférais garder le silence. J'attendais. J'ai attendu que vous me demandiez « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, perché derrière son bar ?» Messager. Vous me voyez en entrant, apporter, haletant, une joyeuse nouvelle. Et voilà que ma bouche s'ouvre dans le vide. Voilà qu'un léger décalage s'introduit entre le mouvement de mes lèvres et le son de mes paroles. Vous fixez furtivement les lampes d'un style indéfinissable, et plus vous les fixez, plus leur clarté vous paraît diminuer. Vous me regardez, vous voyez que je vous regarde à travers vous, et me tenant face à vous derrière mon bar, je recule vertigineusement. Rassurez-vous, toutes impressions dues à l'heure tardive. C'est une figure, dites-vous, un personnage. Si j'étais resté à ma place ordinaire de tous les autres soirs, à laquelle vous ne faites plus attention depuis le temps, si j'avais tenu, comme tous les autres soirs, mon rôle de barman, aurais-je été plus pour autant un personnage à part entière? Qu'en savez-vous? Peut-être ai-je minutieusement observé pendant des années votre déchéance? Peut-être ne tenais-je plus en place lorsque je notais avec délectation un nouveau signe trahissant les progrès de votre maladie? Peut-être ai-je modelé, nuit après nuit, vos ivresses, vous donnant tour à tour, en mettant l'accent sur le gin, le vermouth, la vodka, un oubli soyeux, une migraine tenace, une lucidité impitoyable et à dose répétée mortelle. Vous voulez y croire? Je ne vous en blâme pas. Sentant votre inquiétude, je savais à quel point la nuit était lente. Vous émergiez, secouant de vos épaules un reste de ténèbres, et moi je vous accueillais d'une humeur égale. Après tout, vous ne me connaissez qu'à demi. Vous ne m'avez jamais vu qu'à moitié. Peut-être pendant toutes ces années où j'y étais votre hôte, me suis-je tenu à ma place derrière mon bar,
Son pantalon et les fesses à l'air. Peut-être ai-je fait semblant de laver les verres. Peut-être ai-je pendant 17 ans pissé dans le shaker. Ou pire. Mais il ne s'agit pas de cela, pas du tout. Vous me racontiez des anecdotes tragiques ou comiques. Moi, je préparais les cocktails artistiquement. Et pris à témoin par l'un ou par l'autre d'entre vous, je tombais volontiers d'accord pour dire que la tragédie met en scène des personnages remarquables, des individus exceptionnels. Ou que sans caractère, il pourrait y avoir tragédie, mais pas sans action. Cependant, je me souvenais que chacun, à Corinthe, avait les yeux rouges et la peau grise de poussière, sans qu'il fût possible de dire si son nom avait été réellement attesté ou bien s'il avait été pris au hasard. Corinthe était en ruine. De cette maison, il ne restait pas pierre sur pierre. De cette autre, un mur avait été miraculeusement préservé. Là, une table au-dessus du vide avait été mise pour personne. Tous ces états obéissaient manifestement à des lois précises. La terre frémissait, mais le plus souvent elle grondait sourdement. Et on ignorait si quelque chose venait de commencer ou allait se terminer. Le temps passait sans que rien n'allât à son terme. Peut-être parce qu'aucune émotion particulièrement forte ne venait rompre l'ahurissement de nos journées. Un enchaînement d'événements se produisant contre toute attente. La reconnaissance d'un orphelin ou de ses parents qui aurait miraculeusement survécu. Ou un coup de théâtre, comme je vous l'avais entendu crier au-dessus des banquettes de Moleskine, faisant naître une surprise d'autant plus vive qu'il se serait produit de lui-même ou par hasard. Ainsi, lorsque les camions américains de ravitaillement passaient devant le camp, ma sœur me poussait à y monter pour y voler quelques légumes. Mais je ne me souviens pas avoir émis ou provoqué un quelconque jugement sur cette action. Même ce qu'il advint de ce jeune homme, seul survivant de sa famille, qui avait survécu au massacre de l'Arménie pour échapper au tremblement de terre de Corinthe, et qui, ayant lancé des pierres vers le ciel en disant qu'il voulait châtier Dieu, avait été englouti dans les trous de la terre, ne parvint pas à nous émouvoir. Nous faisions nos besoins dans des cabanes en bois recouvrant des fosses creusées dans le sol de Corinthe. Quand une fosse était pleine, on y répandait de la chaux et on déplaçait la cabane vers une nouvelle fosse creusée un peu plus loin. Nous jouions sur ce sol trompeur. Et il n'était pas rare que l'un d'entre nous, passant au travers de la croûte illusoire, tombât dans les excréments. L'aide d'un vieillard, car il n'y avait plus d'hommes, était alors nécessaire pour hisser la victime honteuse et puante. Forza Guimechinga! Dans quel trou suis-je tombé? À une époque de ma vie, je m'intéressais passionnément au génocide de l'histoire. Je dépouillais tous les écrits que je pus trouver sur ce sujet. Chaque nuit, après la fermeture, sur un coin de table, nettoyé des cendres froides que vous y aviez laissées, je faisais ma comptabilité. Ici, 2 millions. Là, 5. Seulement 500 000. J'appris à classer ceux où l'on peut reconnaître des visages familiers sur les photographies et ceux dont le nombre de victimes est déterminé. Ceux dont le nombre de victimes est connu et ceux pour lesquels il n'y a pas de dénombrement possible. À partir d'un certain nombre, le chiffre devient abstrait. Sa valeur dépasse les frontières de l'imaginable, ce qui est difficilement acceptable par l'homme qui est un être particulièrement enclin à représenter. Vous reconnaissiez, non sans surprise, que celui qui éprouve une sensation pénible à la vue de certaines choses dans la réalité prendra un curieux plaisir à en regarder une image soignée. Par exemple,
des formes d'animaux parfaitement ignobles ou de cadavres. Et je vous approuvais. Longtemps après le tremblement de terre, lorsque les convulsions du sol étaient devenues un sujet d'histoire naturelle que certains n'hésitaient pas à traiter poétiquement dans les journaux, je vis beaucoup de représentations de cadavres. Aucune, cependant, aussi soignée fût-elle, n'égalait l'horreur inspirée par l'odeur des cadavres invisibles, d'autant plus affreuse que son origine ne se laissait nullement saisir. Il me faut admettre que les miens, ceux de ma famille, de mon peuple, qu'ils aient ou non mérité leur malheur, ont été conduits au supplice sans que, pas plus qu'eux, je sache pourquoi. Je suis en mesure de dire aujourd'hui que les massacres, les déportations, la dispersion dont mon peuple a été la victime ne constituent pas, au sens propre du terme, tel que, au fil des nuits, vous en aviez crié la définition au-dessus des banquettes de Moleskine, une tragédie. Je peux vous le dire assez calmement dans cette langue qui est la vôtre. Depuis ce côté-ci du bar, tout en préparant mes cocktails artistiquement. Et vous m'écoutez tranquillement. Vous portez votre verre à vos lèvres, tranquillement. Je ressens une impression étrange à m'adresser à vous depuis ce lieu. Je pense qu'il doit en être de même pour vous qui m'écoutez. Après tout, ce comptoir ne m'appartient pas. Je ne suis pas titulaire de cette chaire. Et si ce soir, renversant les rôles, c'est moi qui parle, au lieu que ce soit vous, il n'en demeure pas moins que je n'occupe que provisoirement cette place, que ma présence y est sans cesse menacée par la maladie, la faillite de l'établissement, un changement de propriétaire ou ma mise à la retraite. L'exceptionnelle loquacité d'un personnage que vous connaissez pour être affable et discret, et vous reconnaissez que ses qualités sont professionnelles ou qu'elles appartiennent plutôt à ma personne privée, ne doit pas vous induire que je revais ce soir ma parole d'une quelconque solennité. Mais certes, vous pouvez vous demander, vous êtes en droit de me demander pourquoi, après le génocide, vous me permettez de dire le génocide pour nommer d'un terme générique tous les génocides. Pourquoi, après le génocide donc, derrière ce comptoir, je phrase. Vous pouvez qualifier, sans que je puisse prendre cette dénomination dans un sens péjoratif, ma prestation sur cette question de propos de bistrot. Ce qu'elle est en effet. Il vous est aussi permis de pointer votre doigt sur moi. Ce geste me rappelle toujours celui du contremaître choisissant parmi le groupe d'hommes sans travail à la porte de l'usine mon cousin qui s'écria « Armart, ma de sirène, ah, que j'aime ce doigt-là !» Et de me demander « Parlez-vous au nom de l'un des vôtres, assassiné dans tel village, dans telle ou telle condition, de parents plus lointains ou bien au nom de votre peuple ?» Vous me placeriez dans une position des plus inconfortables. Aurais-je dû faire entrer dans ce lieu quelques hommes pour relater devant vous, en phrases brèves, pendant que le silence aurait régné parmi vous, comment ils avaient échappé à leur destin, par hasard ou par suite d'une négligence de leur bourreau? Ils auraient été très vieux, chancelants. Ils auraient eu les mains tremblantes en racontant comment leur mère, battue à mort, leur avait fait jurer de se sauver. Comment ils étaient devenus indifférents à tous les spectacles, bientôt les derniers à se souvenir, avant qu'il n'y ait plus personne pour témoigner, pour porter leur plainte. Contre quel accoutrement avez-vous troqué votre veste blanche pour citer des témoins à comparaître devant ce comptoir? Il n'y a aucune raison de ne pas ajouter foi aux statistiques. Après, ils étaient encore dans l'Empire quelques dizaines de milliers. Ça ne fait pas un peuple.
Où étaient passés les autres? Puisque officiellement, légalement, de la vie des peuples assemblés sous le regard des puissances, il n'est rien arrivé. On les avait vus passer sur les routes, ils venaient de Siva, ils allaient à Siva, ils s'étaient évanouis derrière la poussière de la route. Le silence des puissances n'est-il pas la meilleure garantie que ce peuple qu'on avait vu passer, qui avait disparu sans raison, qui s'était évanoui comme un rêve, n'avait vraisemblablement jamais existé? Et cette inexistence qui anéantit les fondements du discours que j'aurais pu vous tenir, m'atteint moi aussi à mon tour, me défaisant jusqu'à ne plus me laisser que le soin d'approvisionner la nuit en boissons, sans que je me reconnaisse le droit de m'en plaindre. Tout comme mon cousin qui s'exclamait « Armart, ma de sirène !» Ah, que j'aime ce doigt-là, en désignant ce doigt qui se tendait vers lui, car il voyait dans ce signe qu'on le reconnaissait lui comme quelqu'un d'exploitable. Quelqu'un. Mais vous, vous-même, avez-vous souffert dans votre chair, et que vous sont ces événements? Je ne puis me prévaloir, en vous parlant, de l'autorité que me conférerait le statut de la victime. J'aurais pu vous en parler parce que j'en ai réchappé. Mais si j'y avais été, je ne serais pas là pour en parler. Ma présence à l'abri derrière ce bar dévoile la faiblesse de mon raisonnement. Lorsque, plein de bonnes intentions, vous me questionniez sur le... Je vous répondais naïvement que je n'avais été mêlé ni de près ni de loin à ces événements. Je voyais bien que vous étiez déçus. Je finis par comprendre que vous m'en vouliez un peu de ne pas avoir été là-bas quand il l'eût fallu, et qu'appartenant à mon peuple, mais n'ayant rien vu ni su, j'avais toutes les nuits devant vos yeux, sans que vous ne m'ayez jamais rien dit, l'allure un peu louche d'un faux témoin. La fréquence du retour de cette chaîne, chez l'un ou chez l'autre d'entre vous, finit par me faire déplorer que je n'eusse pas vu ces scènes sur lesquelles vous désiriez tant être informé. Je gardais le silence, détournais la conversation, ou prétextais l'urgence du service. Il y eut un soir où, m'éveillant, j'éprouvais le regret si frappant qu'il me perça la poitrine comme un coup de couteau, de ne pas avoir été là-bas avec les miens, de ne pas reposer sous la terre avec eux. C'eût été plus dans l'ordre des choses que de d'éviter des phrases ou des boissons. J'ai survécu, j'ai été épargné. Je pourrais me déshabiller et exposer devant vous mon corps survivant. La seule preuve visible qui puisse attester de mon salut est un trou dans ma tête. Voyez-vous cette cicatrice? Je pourrais passer parmi vous pour que vous en constatiez la réalité et que vous la touchiez si vous le désirez. À ce trou est liée la seule chose effective dont je puisse évoquer la représentation à laquelle vous paraissiez si attaché. Une grande cloche, suspendue au bout d'une allée de ciment, appelait au repas les orphelins de Corinthe. Il fallait courir très vite pour arriver parmi les premiers, car les premiers étaient les mieux servis. Un jour, en courant de toutes mes forces, je trébuchai sur le bord de l'allée de ciment, ma tête s'ouvrit en heurtant l'arête vive. Je demeurai entre la vie et la mort. Cessez donc de vous excuser, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à nous dire? Avez-vous finalement quelque chose à nous dire? Constantinople était connue pour le nombre de chiens qui y vivaient. Chien d'un type spécial, qui participait à la fois du chien d'Occident, du loup et du chacal, et dont la population n'était pas loin d'égaler celle des humains.
Ces chiens de rue, vivant auprès des hommes, partageant leurs habitudes, étaient organisés en bandes nantis de chefs et de coutumes précises, avec des territoires bien délimités. Pour les nouveaux dirigeants, qui voulaient faire de Constantinopolis une ville moderne, ces chiens apparaissaient comme le symbole de l'ancien régime. Au nom de l'idée de progrès, on résolut de les déporter sur une île déserte. Solution contre laquelle s'éleva le professeur Remlinger, directeur de l'Institut Pasteur de Constantinopolis. Avec sa peau, ses poils, ses os, ses muscles, sa graisse, ses intestins, ses matières albuminoïdes en général, un chien de rue avait une valeur marchande de 3 ou 4 francs. Ce qui représentait, pour la ville de Constantinopolis, un capital de 5 à 600 000 francs. Il était préférable d'appréhender ces chiens discrètement pendant la nuit et de les transporter dans des voitures grillagées jusqu'à des centres de rassemblement installés en différents points de la banlieue. Ils seraient alors répartis entre une dizaine de clos d'équarrissage, comprenant chacun une chambre hermétique communiquant avec la canalisation du gaz et un atelier de dépsage rassemblant tout ce qui était nécessaire pour le traitement des produits utilisables de l'animal. L'Occident faisait face à l'Orient. On s'en tint à la tradition. On commença par entasser les portées de chiots dans des sacs que des barques allèrent vider en mer. Accompagnés de soldats en armes et de policiers, des gardes auxiliaires quadrillèrent ensuite les villes, les rues, pour s'emparer des adultes. Ce qui n'alla pas sans désordre, ni sans quelques regrettables abus. Sur les Mahones, les chiens mornes et silencieux regardaient s'éloigner la ville. Chaque nuit, après la fermeture, rendu au silence du Bagdad, je ferme tous les trous de mon corps. J'ai soigneusement ramassé les cendres que vous aviez laissées sur les tables pendant 17 ans, les paquets de cigarettes vides, les tickets de caisse froissés, les objets que l'un ou l'autre d'entre vous aviez perdus dans votre ivresse ou oubliés par étourderie. Je les ai mis dans des sacs en plastique. J'ai tout gardé, tout étiqueté, nuit après nuit, 6205 nuits. Chaque nuit, après la fermeture, inquiet de l'entendre, j'oppose une furieuse résistance, maintenant désespérément la couture du mur de mes 2 mains, arc-bouté contre le mur derrière moi, écartelé déjà par l'ouverture. Mais comment ne pas l'entendre du plus loin cette fois, au point où ma fuite se perd dans le refuge, nouvelle arche sur les grandes eaux du déluge, au pied de la cité. Mais le glougloutement du whisky, du bourbon, les craquements des glaçons, bruit énorme dans Bagdad désert. Comment ne pas l'entendre dans le craquement des glaçons que charrie le whisky, le bourbon, l'eau de Celt, eau séparée de la terre et qui en garde la nostalgie. Le gargouillis, les chointements assourdissants du percolateur. Comment empêcher ma tête ouverte de s'emplir du souvenir des lacs profonds? On dit que sur les flancs de l'Arara, on trouve des coquillages familiers. J'ai longtemps résisté à la pensée qu'une dernière nuit, il faudrait empiler dans Bagdad désert les chaises sur les tables. On leur donne 5 jours pour vendre tous leurs biens en amont du génocide. 200 chaises, une table basse avec plateau en cuivre ciselé. Vendez, vendu à l'étranger. Ô toi, toi qui, au mépris des lois humaines et divines, as accompli un horrible crime, fuis, fuis sans perdre un instant. Tu hésites, tu as encore ta tête, tu me demandes quel crime tu as commis. À
Abandonné sur la banquette de Moleskine, l'homme malade de l'Europe, une fois, deux fois, se retourne dans son sommeil. Quel rêve venu d'où traverse sa fièvre? La banque ottomane prise en otage, inquiétude à Genève, la côte dans le rouge, 3 fois massacre, 3 jours, bilan 200 chaises empilées sur les tables, adjugées, un peuple, 5 jours, l'inventeur demeure incomplet, le délai n'est pas respecté, leurs biens sont dispersés. Rythmé par les cris des oiseaux de proie. Nous nous réjouissions, nous les petits, car de bouche en bouche courait avec insistance le bruit que les anciennes querelles n'étaient plus qu'un mauvais rêve d'avant le déluge. Et le mur s'ouvre, une coulée de terre m'engloutit, tous les hommes sont arrêtés, ils se mettent en route au plus profond des vallées sinueuses, on les tue sans bruit à l'arme blanche à coups de pierre, choc sourd des pierres, brisant les os. Sans qu'ils tentent de se défendre, on les tue, ils sont muets. Au-dessus d'eux, le silence des puissances, les cris des oiseaux. Je saute à pas de mon lit chaque nuit en proie à une terreur indescriptible, effaré et tremblant, jeté par la peur aux pires excès. Ils posent des fers à cheval aux pieds des hommes. Où ont-ils trouvé ce courage de poser des fers à cheval aux pieds des hommes? Ils lancent les cadavres dans le fleuve, sortant du lit, ils les rejettent. Sur les berges, les moulins s'arrêtent, on laisse en vie les boulangers, ils pétrissent le pain. Plus tard, ils meurent eux aussi. 3. On vient chercher les femmes au lavoir, elles partent sur le champ pieds nus, on ne les laisse pas prendre le linge qu'elles viennent de laver, les femmes et les enfants. Toi, tu avais revêtu tes voiles dorés, tu avais placé le châle sur tes boucles. Devant un clair miroir, tu avais arrangé ta chevelure, tu souriais à ton imagine animée, puis tu t'en étais allé par la maison, te dressant sur la pointe de tes pieds et cambrant la taille, regardant ton talon. Innocente aujourd'hui, ne pouvais-tu être coupable demain? On les a entendus battre la terre, piétiner, leur pas dédoublé, multiplié de celui des morts, l'Arménie pas s'écouler en un sens unique. Longtemps après la fermeture, dans Genève, je couvre ma tête de cendres. Ils ont été aperçus, cortège traditionnel, les baluchons du malheur sur les têtes. Chaque jour s'accroît la course du battant. Les colonnes sont pillées, on leur vole des vêtements, leurs vêtements, des lambeaux. Mon âme adorée, tu es l'agrément de ces jardins lorsque je te serrerai toute nue entre mes bras. L'hiver serait pour moi changé en été. Ils t'ont violé en dépit des supplications de tes yeux de velours et toi tu t'es jeté dans le fleuve. On leur lance des pierres chaque nuit. Je cours d'un bout à l'autre de la colonne jusqu'à ce que tous marchent nus, courbés en deux, la honte flagellée, au-dessus d'eux le silence des puissances. 4. Lorsque le convoi s'arrête, tu te jettes à genoux, tu te jettes, tu cries « Ô vous tous, mes frères, mes sœurs de Siva et d'Erzurum, c'est parce que le couteau a coupé votre cri à ras de votre gorge. N'est-ce pas, personne n'a crié, aucune voix ne s'est élevée qui eût attiré l'attention des puissances. Ainsi soliloquai-je, comiquement coiffé du bonnet arménien de Jean-Jacques dans sa ville, assis dans les décombres. Le sol est nivelé, les gendarmes nettoient les routes des cadavres. Nous repartons pieds nus sous le feu vertical, tous partis, tous morts, nous tous. L'un des nombrables décimés précipités du haut des rochers dans les flots de l'Euphrate, dans cette vallée maudite de Kemak Bogassi, passe, repasse la masse humaine, le nombre indénombré s'use contre les rochers. Toi, on t'écrase la tête en conformité avec la tradition jusqu'à ce que des milliers deviennent des centaines. Toi, on te noie dans le fleuve devant ta femme muette de terreur. Toi, sa femme, on te vend, et des centaines, des dizaines. Toi, on te châtre avant de te tuer, assis autour de l'enfant à l'agonie, le cœur des chiens le regarde sans haine, les trompettes. Les enfants abattent les murs de Corinthe, fixent les assassins avec le sérieux de la mort. Les anges du jugement, 7 petits vieux portent le feu dans Genève. Le mur des réformateurs s'écroule sous la poussée. Et des dizaines à quelques-uns, Sa Majesté le Sultan pardonne à ses sujets momentanément égarés. Exultation des vieillards, roulement des têtes coupées, cris de joie des enfants, le crieur public. Alors tous partent pour Mossoul et ces derniers on les chasse encore plus loin jusqu'à ce qu'ils voient le bout du voyage. 5. Les portes du wagon s'ouvrent, Bagdad-Ban, 40 trains attendent, les communications embouteillées, le chemin de fer allemand, méthode occidentale, 40 trains de wagons à bestiaux. Tu donnes naissance à 2 jumeaux, comme tu as eu raison, ma sœur, de les étouffer, de les jeter dans le fleuve sous les regards réprobateurs. Je gravis la colline, le percolateur déchire mes épaules, m'écrase, la femme à la lance ses propres enfants.
De son bouclier, le convoi double ceux qui n'ont pas payé l'obol pour leur passage, gisent sans sépulture sur le ballast. Les portes s'ouvrent, vous êtes éblouis, la nouvelle Arménie, vous êtes rendus au lieu de votre exil, sortez tous hors de moi, à travers ma bouche passe le souffle empuanti des morts, me traverse, brûle, me consume, vous tombez mort en chemin, vous ne le savez pas, le sable brûlant vos pieds ceints de linge sanglant, clopinant, criant de douleur, au-dessus le ciel désert, votre langue est changée en charbon, devient noire, tombe en poussière, aux confins de l'Empire je danse nu sur la terre battue, tassée, calcinée. Aux confins de l'Empire, vous mourrez de mort naturelle, pas tué, pas coupable, transporté, pas déporté. Il vous est permis, quand on vous tend du pain, vous le rejetez avec indifférence. Il vous est permis boire, manger, vous vêtir. L'Arménie absolue, vous gisez là pêle-mêle, des nuages de mouches empêchent de voir le vivant, le cadavre. Je dis ce qui arrive à chacun d'entre vous. Mon chant se tisse de chaque torture, chaque meurtre, chaque viol. Pas une pensée de haine, pas une parole inutile à la frontière de la Mésopotamie. Pas une agonie d'aucun d'entre vous ne sera soustraite. Pas une voix qui n'habite ma voix. Pas un soupir, un râle, une plainte, un souffle. Chaque fois, je disais tout. Chaque fois, je m'étais juré de tout dire. Chaque fois, ce n'était pas encore tout, ce n'était jamais tout. Et tant que tout n'a pas été dit, lorsque je me suis retrouvé seul après votre départ, dans le silence de votre absence, les tremblements de terre ont succédé au massacre. Les cadavres se sont enfoncés dans le sable, enfouis sur toute l'étendue du territoire de l'Empire. Les chiens qui passaient avec à la gueule des débris humains accusèrent pendant quelque temps. Un voyageur qui traversait Siva n'avait rien vu, mais il avait marché dans le sang, la cervelle, les cheveux. Les chiens ont rongé les os. La pluie a lavé les rues de Siva du sang. La cervelle s'est dissoute dans la boue. Le vent a dispersé les cheveux. Et jusqu'au nom d'Arménie. L'Euphrate roulait des eaux rouges. Les barques qui quittaient Trébizonde revenaient vides. Et moi, spectateur, messager. Dans la pièce noyée d'ombre, elle attend. D'abord, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle m'attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Je crois que je n'ai jamais vu ses traits. Je connais d'elle seulement son voile blanc, la couronne de ses cheveux. Elle est là, elle sera toujours là. Qu'attend-elle de moi? Lorsque je lui rends visite, elle ne montre aucune surprise, même si j'ai longtemps tardé à venir. Je fais le tour de la pièce, je la questionne, elle reste muette. Ou elle ressasse la même chose, parfois une unique syllabe. Mar, Imars, mort, la mort. Chaque nuit, pendant 17 ans, je vous ai accueilli d'une humeur égale. J'ai manœuvré le percolateur avec diligence. J'ai préparé les cocktails artistiquement. Et puis rendu à la solitude du Bagdad désert après votre départ, j'ai vainement attendu, debout derrière mon bar, devant ces banquettes, ces chaises, préparant ma défense, l'accusation de ma trahison. Mais jamais vous ne m'avez accusé, et votre silence a été plus cruel. Mon père était habile de ses mains et savait faire de nombreux métiers. C'était un homme avisé. Longtemps avant les événements, il pressentit ce qui allait se passer. Il emmena ma mère en Roumanie, où il trouva sans peine du travail dans une ambassade. Mon père était malin. Devant la fontaine, il avait embrassé ma mère, qu'il avait laissé faire en riant. Elle ne savait pas. Lui était sûr qu'après ça, on devrait les marier. En Roumanie, ils eurent une fille. Eurent et perdirent un fils, celui que je remplace. Pendant ce temps,
l'Arménie se vidait de son sang. La guerre éclata. Mon père était menacé par la mobilisation. Le passeport dont il était porteur voulait qu'il combattît aux côtés des Allemands contre lesquels les Roumains étaient en guerre dans le camp des Alliés. Malin comme il était, il nous fit passer en Russie, où nous nous installâmes à Odessa. Et puis, on commença à raconter que les gens étaient exécutés dans les cafés parce qu'ils n'étaient pas communistes. Nous repartîmes vers le nord, comme des voleurs, courbant le dos sous un grand vent, passant entre les gouttes de la Révolution et de la contre-révolution. À Kazan, nous montâmes dans le transsibérien. Et les jours succédèrent aux jours. La Révolution sur nos talons, autour de nous, la guerre civile. Mon père répétait d'une voix rassurante, « Plus loin, ce serait sûrement plus calme. » Ma mère déchiffrait les noms des gares. Irkoutsk, Kiki-AR. À Vladivostok, le train s'arrêta contre les butoirs. Devant nous, la mer du Japon. Derrière, la Révolution roulait dans le train suivant. Mon père regarda ma mère. Il nous regarda. Mais pourquoi pas le Japon? Quelqu'un de capable comme mon père trouverait toujours de quoi gagner sa vie ou celle de sa famille. Nous embarquâmes sur un vapeur qui gagnait Yokohama. Là, mon père, debout sur le quai, au bord extrême de l'Asie, hésita. Les nouvelles de Constantinople étaient meilleures. Les massacres avaient cessé. Une cousine avait même pu récupérer son bien. Mon père décida que le danger était passé. Nous rentrâmes par la mer de Chine et l'océan Indien au gré de la course des vapeurs. Et le canal de Suez nous rejeta de la mer Rouge dans la mer Méditerranée. À Port Saïd, le bateau fut mis en quarantaine. Mon père, qui était débrouillard, parvint à émouvoir un pop. On nous transféra sur un autre vapeur, et un matin, nous pûmes voir de la mer de Marmara surgir les minarets de Constantinople. Moi, pendant tout ce temps-là, dans le ventre de ma mère, indéfiniment promis à naître, je ne savais rien des dispositions prises dans mon intérêt. À Constantinople, mon père mourut en quelques jours d'une dysenterie amibienne. Il se vida, lui aussi, de son sang et de ses intestins déchirés. Lorsque mon portage prit fin, ma mère donna naissance à un orphelin sans patrie, comme les autres. Longtemps, j'ai eu la littérature en haine. J'éprouve pour elle maintenant moins de mépris. Je n'y prends toujours aucun plaisir. Seules m'importent les phrases banales sauvées du vacarme du percolateur et qui errent dans la fumée des cigarettes de part et d'autre de cette barrière infranchissable, arrachée au brouhaha plus pernicieux que le silence. Je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes partis, que nous avons fait le voyage nous aussi, pour que mon père meure, pour que ma mère raconte, pour que je me rappelle ce que je n'ai jamais su. Je ne souhaite pas ajouter à l'histoire un petit NB, un petit bout, le petit bout de la lorgnette. Je laisse à d'autres, s'ils le désirent, le soin d'ajouter un grand NB, d'en élever l'histoire au rang d'un exemple, d'en user comme d'un témoignage à charge ou à décharge. Je n'ai fait que m'abandonner à une crue de mots soudaine, je me suis laissé abandonner. Et voilà que je me suis assis dans les restes de mon exil. Je suis passé de l'autre côté de la palissade qui masquait l'éventration de la maison après en avoir demandé la permission à des ouvriers étrangers. Ils ont démoli le café où j'ai passé toutes ces années, Bagdad à Genève. Le décor de mon double exil démonté. Le mobilier a été vendu aux enchères. J'ai pu sauver le percolateur, à moitié enfoui sous les gravats, et le shaker, luisant comme une bombe non explosée. Il
fallait qu'il y ait un jour où, m'éveillant en sursaut et sautant en bas de mon lit, j'oublie que la dernière nuit était passée. Il ne me reste plus que ma voix et ce trou dans ma tête qui me met à l'abri de leur voix. Me voici exilé de mon exil. Il me faut reprendre à mon âge ce voyage. Cette nuit encore un peu plus, je me déprends. Vous vous dessaisissez de vous un peu plus, à travers moi, de ma dépouille de vieil homme. Un adolescent danse sur la terre battue. Les battements de ses pieds entament le récit. Le barman prépare ses cocktails artistiquement. Une voix! Qui est-ce qui a crié? Vous êtes là? Avez-vous crié? Lorsque, pris en charge par la Croix-Rouge, petit garçon en culotte courte placé sous la protection des puissances, avec ma valise de carton bouilli fournie par les organisations internationales, je franchis finalement la frontière suisse à Benien. Il neigeait sur les montagnes. Plus bas s'ouvrait la vallée qu'éclairait le soleil froid. C'était comme si on venait d'agiter une de ces boules de verre qui contiennent un paysage noyé où la neige redescend en tournoyant. Le lac s'étendait, lisse, couleur de plomb, de l'autre côté des rideaux de flocons. Et regardant derrière moi avant de m'abandonner aux soins des nurses, mais personne ne vit mes yeux à ce moment-là. Je sus avec certitude pour la première fois que je me trouvais devant la mort. Le bar s'ouvre pour de bon. Merci.